bonsoir à toutes et à tous. On démarre avec ce court film assez percutant. Évidemment, on va essayer de rentrer dans le détail. Je commence peut-être par me présenter. Donc, je suis Nejma Brahim, journaliste à Mediapart en charge des migrations. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour participer à cette rencontre et à cette discussion qui, je suis sûre, va être hyper intéressante. Je vais commencer peut-être par un petit tour de table pour présenter les invités. Donc Camille Gardès, que vous voyez ici, qui est maîtresse de conférences, chercheuse, spécialiste en urbanisme, si je ne me trompe pas. Tu pourras évidemment compléter après. Louis Viter, que certains peut-être connaissent ici, qui est photojournaliste et qui s'est fait connaître notamment par son travail à Calais, mais pas que, bien sûr, dont une photo dont on parlera tout à l'heure, qui a fait un peu le tour du monde, mais qui ne nous honore pas, je dois dire. Matteo Bonaglia à ma droite, donc tu es avocat, spécialiste en droit pénal, du logement et des libertés publiques. Je ne me suis pas trompée. Ah, on entend beaucoup mieux tout ça. Amélie Blanchot, donc de l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. Ça va, je l'ai dit dans le bon ordre. Et enfin, Paul Allozy, que certains peut-être connaissent ici aussi, notamment de par son implication auprès du collectif Le Revers de la Médaille ces derniers mois. On te voit beaucoup dans des vidéos sur les réseaux sociaux notamment. Tu es donc coordinateur de la veille sanitaire chez Médecins du Monde et membre du collectif Accès au droit. Camille Gardès l'est aussi. Je vais commencer avec une question assez simple, je me tourne vers toi, Paul. Donc le collectif Accès au droit, il a été créé en février 2023. Donc c'est un comité interorganisationnel, disons, interassociatif. Est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons il a été créé en quelques mots ? Ouais, donc on l'a même commencé avant 2023, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que les réflexions ont commencé en 2021. L'idée c'était, en fait on a ce riche interorga à Paris, et donc quand il y avait un fait de violence policière, par exemple on avait Utopia qui allait monter au créneau parce qu'ils sont les premiers à aller sur le terrain avant l'info, et ils ont un gros pouvoir de com et de mobilisation politique, donc il se passait quelque chose. Après nous on allait recevoir quelqu'un, un médecin du monde, donc on allait faire un super suivi médical et aller voir les avocats. Et en fait, il y avait plein de dynamiques, de choses qui se passaient, mais pas forcément coordonnées. Et il y avait aussi ce fait que à nos réunions interlocales mensuelles auxquelles beaucoup participent, on allait nous dire « Ah bah tiens là, nous en faisant la distrib de bouffe ce matin sur tel campement, on nous a dit que les personnes se sont fait gazer hier, que les couvertures ont été prises » et tout le monde dit « Ah ouais ok, c'est la merde et tout ». Et en fait, rien ne se passe. Et donc on s'est dit, il faut qu'on crée un historique de tout ça, c'est absolument essentiel, et il faut qu'on essaye de trouver un moyen un peu d'agréger toutes les bonnes volontés et les forces de chacun, déjà pour outiller en fait toutes les personnes qui sont sur le terrain et les exilés eux-mêmes, s'assurer que s'il y a une violence, la personne très rapidement elle trouve avocat, psychologue, médecin, et qu'au niveau de la réaction politique, on puisse conjuguer la force de com d'Utopia, les témoignages que peuvent avoir tendre la main en étant sur les campements tous les soirs. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de dire, il nous faut un rapport. Il nous faut un historique de tout ça pour marquer le coup. Ça fait que maintenant, dès qu'on fait du plaidoyer institutionnel, on peut dire il y a ce rapport, c'est prouvé, c'est documenté, il y a des chercheurs. Et puis quelque chose pour agréger tout le travail de dingue qui est fait en fait par tous les camarades qui sont ici sur le terrain à Paris. Alors Camille, je me tourne vers toi. Le rapport, il a démontré qu'il existait aujourd'hui des violences policières dites systémiques, et tu m'avais même dit pérennisées. Organisé sciemment, j'ai envie de dire, par les autorités et par l'État français. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce constat ? Alors je vais dire quelques mots en effet de la manière dont on a construit le rapport. Je ne vais pas beaucoup parler parce qu'on m'a déjà pas mal vu là, mais juste pour repréciser ça, parce que ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est deux dimensions. Donc en effet, la dimension systématique, systémique, pérennisée. Ça, c'est ce qu'on a en quelque sorte montré en travaillant à partir de témoignages qui datent de 2015 jusqu'en 2023. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni, mobilisé des témoignages de personnes exilées qui ont été recueillis sur des veilles sanitaires, dans des maraudes, dans des rapports institutionnels et associatifs et dans des travaux en effet de chercheuses sur le terrain. Donc on est parvenu, en récoltant tous ces témoignages, à réellement formaliser 448 témoignages entre 2015 et 2023 de personnes exilées racontant qu'elles ont été victimes de violences policières. Donc c'est en fait,
c'est à la fois beaucoup et à la fois c'est sans doute uniquement la face émergée de l'iceberg. Parce que sans doute que, comme le disait Paul, il n'y a pas eu de recueil systématisé durant ces années-là. C'est une des raisons pour lesquelles ça nous paraît important justement d'engager ce travail d'observatoire collaboratif à partir de maintenant et de ce rapport. Donc c'est à la fois beaucoup, évidemment, ça dit quelque chose de la pérennité, du fait que ce sont des violences qui ont cours de manière régulière depuis 9 ans maintenant. Et l'autre chose que nous avons fait pour en quelque sorte compléter cette approche plus longitudinale, c'est qu'en octobre et novembre 2003, on a réalisé une enquête flash, c'est-à-dire que là, vraiment, au moment de la sortie du rapport, on a rencontré 103 personnes exilées qui sont dans des situations de grande précarité à Paris, et sur ces 103 personnes exilées, 79% ont déclaré avoir été victimes de violences policières et 78% ont déclaré avoir été victimes de violences policières à plusieurs reprises. Donc ce que ça montre, c'est qu'il y a à la fois un effet de pérennité, un effet de systématicité dans le temps, 2015-2023. Bon, on n'a pas les données avant 2015, mais on pourra reparler de cette date après s'il y a des questions là-dessus. Et il y a aussi un effet d'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est évidemment toujours d'actualité. Voilà. Et peut-être pour compléter, mais sur la recherche, parce qu'on parle beaucoup des assos, mais si vous lisez le rapport, qui est formidable, allez le lire. Dedans, il y a tout le travail que fait Oriane Sébillotte, qui fait partie du CAD et qui est à Paris d'Exil, et donc qui nous permet d'avoir toutes les infographies de toutes les opérations de mise à l'abri depuis 2015. Il y a les cartes que vous, Camille, avec tes collègues, vous avez fait du repoussement des campements en dehors de Paris et leur retour dans Paris. Ça permet aussi que nous, le travail de terrain, il y ait un discours de recherche derrière qui donne énormément de crédibilité. Alors, en vous écoutant tous les deux, on a le sentiment que l'État français tente de gérer finalement l'accueil des personnes exilées, ce qui relèverait plutôt normalement de la question du droit, du social, uniquement par le prisme de la répression et du harcèlement policier. Est-ce que c'est le cas ? C'est un peu dingue en fait. Moi, à force de terrain, j'en oublie que la police à la base, c'est un service public. C'est un service public normalement pour protéger et servir. Donc, quand il y a 200 personnes sans papier qui essayent d'investir un squat à Gentilly ou dans le 15e et qu'on envoie la police pour assiéger le lieu et qu'on dit aux gens soit tu meurs de faim et de soif dedans, soit tu sors de ce lieu. Et on se dit mais ils sont là pour protéger et servir ces mecs, ça rend un peu dingue. Pour garder la paix normalement, gardien de la paix. Non mais voilà, le gardien de la paix, on en arrive à des situations complètement dingues de femmes enceintes sur un toit qui restent là en se disant mais si je sors je suis à la rue et si je reste je décède. Donc il y a ces situations là qui sont d'une violence absolue. Quand au parc de Bercy, on a un taré qui vient attaquer au sabre des personnes soudanaises, qui leur tranche la jambe au matin en criant « rentrez dans votre pays, machin », qu'on se mobilise encore une fois collectivement et que le lendemain, la réponse, c'est de nous envoyer les CRS et la Bradem pour nous nasser, pour nous arrêter, pour nous emmener au poste, sirène hurlante, on se dit mais c'est à ça que sert notre police. Il y a vraiment un problème de l'utilisation de ce service public dans la République française. Et en fait, nous, on aimerait que cette question humanitaire, parce qu'en fait, c'est une question humanitaire, sociale, médicale, elle soit gérée par des acteurs humanitaires, sociaux et médicaux. Et si je peux juste compléter de ce point de vue-là, parce que en fait, ce que ça dit plus largement quelque chose du gouvernement des migrations tel qu'il est pratiqué à Paris, mais aussi dans le reste du territoire, et national et européen d'ailleurs. Donc on va peut-être se contenter du national aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, je le dis à un moment là dans le reportage, on est face à des modalités d'action qui sont un répertoire d'action. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont routinisées, qui sont développées par la police en effet, mais simplement comme le corollaire d'autres types de violences qui sont des violences institutionnelles. Donc on ne peut vraiment comprendre, à mon avis, ces violences policières que comme faisant partie d'un continuum de violences, précisément, dont elles sont finalement, aussi terribles qu'elles soient, elles sont finalement simplement l'aboutissement, en quelque sorte, des violences institutionnelles auxquelles les personnes exilées sont soumises. Et quelles sont-elles, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, quelles sont-elles ces violences institutionnelles ? Alors, les violences institutionnelles, qu'on peut qualifier de violences institutionnelles, c'est toute la manière dont les procédures administratives sont extrêmement opaques, extrêmement difficiles à être, où c'est très difficile pour les personnes exilées d'accéder à des interlocuteurs, des interlocutrices pour faire valoir leurs droits. Donc il y a tout un enjeu aussi de l'accès aux droits, en fait, qui est plus large, dont tu reparleras sans doute, Mathéo, mais peut-être pour dire un mot, juste parce que je rebondis là-dessus, parce qu'il y a une chose qui est importante pour nous dans le rapport et dans l'enjeu aussi de documenter collectivement les violences policières contre les personnes exilées, c'est qu'on est évidemment dans des situations où le non-recours est extrêmement présent, et justement dans la question de l'accès aux
au droit, c'est bien sûr l'accès au droit en tant que ce que ça représente d'être violenté par la police, mais aussi le fait de ne pas avoir la possibilité de déposer un recours pour de multiples raisons qui sont d'abord que les faits dont on parle sont souvent des faits qui se déroulent à des heures invisibles, la nuit ou très tôt le matin, dans des lieux de plus en plus cachés, dans des interstices. Bien sûr, avec cette idée que les personnes exilées, dont beaucoup sont dans des situations administratives encore en processus, voire dans des situations dites irrégulières, craignent un peu les représailles, n'ont pas forcément envie d'aller affronter la police, et puis savent bien que, in fine, la parole des exilés ne vaut peut-être pas grand-chose du point de vue institutionnel, j'entends, vis-à-vis de la parole de la police, quoi. Et comment faire justement pour arriver à les mettre en confiance, pour arriver à les convaincre de raconter, même de façon anonyme, évidemment, pour les protéger? C'est une question qu'on peut se poser aussi pour les journalistes, hein, mais je vous la pose aussi. Non, mais je me dis qu'on peut peut-être parler de ce qu'on propose au CAD. Vas-y. Ok, on a fait des fiches avec les copains de What Is That. Donc il y a des fiches qu'on a rédigées avec des avocats, dont Mathéo fait partie, pour informer les gens sur leurs droits face à la police. Ces fiches, elles sont traduites. Il y a même eu des vidéos que What Is That a fait qui ont été faites sur TikTok, qui sont parties sur les réseaux communautaires, qui ont permis de toucher les communautés directement. Ça, c'est absolument essentiel. Au CAD, on propose des formations. Donc s'il y a des gens dans des assos, même dans d'autres corps intermédiaires ou dans le mouvement social qui veulent être formés sur ça, on est tout à fait ouvert à le faire. Et saisissez-nous au CAD. C'était aussi le but d'avoir un rapport, c'était de se rendre visible, parce qu'on sait que tout le monde est débordé sur le terrain. On sait qu'on a de la fatigue et du burn-out militant. Il y a plein de gens du CAD dans la salle. Il y a les copains du barreau de Paris Solidarité. Il y a Eva, Milou, il y a Théo ici. Enfin, on est plein. En fait, s'il se passe un truc policier, le moindre événement, faites-nous juste un vocal. On se connaît, vous avez nos numéros. Écrivez au CAD si vous ne connaissez pas personnellement. Mais il faut saisir ces trucs-là. Et pour les exilés, c'est encore un gros travail qu'on a à faire, de continuer à faire des choses abordables, qu'on peut traduire dans les langues. C'est un gros challenge. Ouais. Bon, j'ajoute qu'on a mis quelques recommandations à l'encontre, pour les pouvoirs publics, et notamment la préfecture et la police. Bon, on n'a pas énormément d'illusions sur leur efficience immédiate, mais il y a aussi ces enjeux-là, en effet, de former la police, ou plus largement de former aux droits des étrangers et des étrangères, aux questions de racisme, et à davantage peut-être de communication et de concertation aussi avec les acteurs et actrices de terrain. Je rebondis là-dessus. Ils ont lu le rapport? Vous leur avez envoyé? Moi, je pense qu'ils l'ont lu, oui, avec beaucoup d'attention, évidemment. On n'a pas eu de retour direct, on a demandé des rendez-vous à la préfecture. Et on a eu un coup de pression le lendemain de la publication du rapport, préfecture de police qui a appelé notre coordinateur régional à Médecins du Monde, dès le lendemain, en disant pourquoi Médecins du Monde s'exprime sur ces questions, qu'est-ce que vous faites, vous avez en réunion il y a une semaine, et là vous parlez là-dessus, vous nous attaquez. Donc, non, a priori, ils l'ont quand même lu. Ils l'ont lu. Mais pour l'instant, ils ne nous ont pas proposé de rendez-vous. En fait, je pense qu'ils ont lu la dépêche AFP, pas le rapport, mais... Peut-être aussi notre papier, je sais pas. Bon. S'ils ont un abonnement à Mediapart. Peut-être une dernière question sur le rapport, justement, et ça rejoint un peu tout ce que vous disiez sur les violences institutionnelles. On entend dans la vidéo qu'on a regardée un des policiers dire c'est malheureux, tout ça est bien malheureux, mais moi je reçois des ordres. Donc en fait, on voit bien ici qu'il y a quand même une chaîne de commandement, que c'est pas finalement l'œuvre unique d'un agent de police, d'un gendarme ou d'un CRS, mais que ça vient vraiment de plus haut. C'est pour ça que d'une certaine manière, nous, ce qu'on voudrait aussi mettre en avant à travers cette documentation des violences policières, bon, je le disais, c'est le continuum des violences, mais c'est surtout l'idée que là, on assiste à une précarisation, mais à une fabrication en fait de la précarisation, à une fabrication de l'errance, qui est évidemment in fine mise en place par la police, par du harcèlement quotidien, par des violences répétées. On en a parlé aussi, tu en parles dans le reportage, par de l'urbanisme dissuasif qui est déployé après chaque évacuation. Il faut quand même avoir à l'esprit que ça fait 8-9 ans que ça dure, cette histoire, que depuis 8-9 ans, il est question dans les pouvoirs publics d'une gestion d'une crise, hein, c'est un vocable qui revient souvent. Bon, c'est vrai qu'au bout de 8-9 ans, la permanence de la crise, ça interroge un petit peu. Donc en effet, il y a une dimension, c'est pour ça que on parle de caractère systémique ou institutionnel, qui est de l'ordre non pas uniquement du fait policier. Il y aurait plein de choses à dire, je l'ai dit, hein, sur la formation des policiers, des policières, les modalités d'intervention, c'est sûr, mais il y a vraiment, je vous dis, la fabrication légale, la fabrication de la précarité et de l'errance de cette manière-là, quoi. Et à l'inverse, parfois, je dis bien parfois, à de rares occasions, des policiers, des gendarmes qui vont aller à l'encontre des ordres qu'ils peuvent recevoir. Ah, mais celle-là, je l'avais à Paul. Bon, alors on a peu d'exemples. Hein. Là, on est sur des bavures, là, on est sur du cas exceptionnel.
Mais il y a quelques cas. Bon, le papier de l'IGPN, ok, elle donne un papier, c'est un peu désobéissant, mais il y a quand même un mec qui s'est fait tabasser toute la nuit dans le commissariat jusqu'à ce que le flic ait la main en sang, donc elle aurait quand même pu faire autre chose. Après, ouais, moi j'ai déjà eu un cas de. Il dégageait les familles à la porte d'Aubervilliers, il y avait ce couple-là kurde-irakien avec le monsieur dont il manquait une jambe, qui doit se lever, qui galère, et j'ai un gendarme, limite les larmes aux yeux, qui me dit mais moi, si je pouvais tous les loger chez moi, je sais que c'est pas bien. Mec, syndique-toi, je sais pas, fais quelque chose. Enfin voilà. Mais ce sont de rares exemples. Cédric Héroux, je disais ça aussi parce que Cédric Héroux, dans son livre, évoquait quelques cas, quelques rares cas.